Un escadron de 50 Mitsubishi Zero fend l'air du Pacifique en 1943. Leur pilote, ivre de 2 années de domination absolue, sourit derrière leur masque à oxygène. Les Américains vont fuir, comme d'habitude. Sauf que cette fois, ils ne fuient pas. Ils montent à leur rencontre. Le combat s'engage. Les canons de 20 mm des Zero crachent leurs premiers obus. Les traceurs lacèrent les fuselages ennemis. Les Japonais s'attendent à voir les chasseurs américains exploser en plein ciel, mais leurs projectiles rebondissent sur les ailes blindées comme de simples cailloux. Qu'importe, ces mastodontes lourdement blindés seront des proies faciles en virage serré. Erreur fatale. Les nouveaux venus tirent sur leurs manches et grimpent à la verticale, leur moteur de 2000 chevaux rugissant à pleine puissance. L'impossible se produit sous les yeux horrifiés des as japonais. Ces chasseurs massifs prennent de l'altitude plus vite que leurs Zero légers ne peuvent suivre. Les Américains ouvrent le feu. 6 mitrailleuses de calibre 50 par appareil déchirent les formations japonaises comme du papier de riz. Le Grumman F-6F L4 vient d'entrer dans la bataille du Pacifique, et désormais, le ciel appartient à celui qui ose le prendre. Tout avait commencé dans le cauchemar du 7 décembre 1941. Ce matin-là, des centaines d'avions japonais s'abattent sur Pearl Harbor comme une nuée de frelons enragés. Les soutes à bombes s'ouvrent, les explosions déchirent les coques des cuirassés et pulvérisent les pistes d'envol. En moins de 2 heures, la flotte américaine du Pacifique brûle, l'aviation gît en ruine et plus de 2000 vies américaines s'éteignent dans les flammes et les eaux huileuses du port. Pour la première fois, les États-Unis découvrent la puissance dévastatrice de l'arsenal aérien japonais. Le Mitsubishi A6M0, chasseur révolutionnaire du Japon, traverse les défenses américaines sans même ralentir. Durant les premières années de guerre, il affiche un ratio de victoire de 12 contre 1, s'imposant comme le prédateur incontesté du Pacifique. Le Zero n'écrase pas simplement les chasseurs américains, il les humilie méthodiquement. Des rumeurs circulent selon lesquelles même la Luftwaffe allemande ne possède aucun appareil capable de rivaliser avec cette machine de mort volante. Quelques heures après Pearl Harbor, les Zero reviennent, cette fois au-dessus des Philippines. Malgré sa conception pour porte-avions, le A6M possède un rayon d'action de plus de 800 km, lui permettant de frapper presque toutes les bases américaines de la région avec une rapidité foudroyante. Même les appareils américains les plus modernes n'ont aucune chance. Les chasseurs japonais balaient les formations de P-40 Warhawk et de bombardiers B-17 Flying Fortress. Les pilotes américains ne voient souvent même pas les Zero arriver. Quand ils les aperçoivent, il est déjà trop tard. Le ciel appartient au Japon. Et en mai 1942, les Philippines tombent, infligeant aux États-Unis l'une de leurs premières défaites de guerre. Des années plus tard, un officier japonais confessera que ce sont les chasseurs Zero qui portaient la responsabilité majeure de leur succès fulgurant. Dans la campagne des Philippines, la 11e flotte aérienne fonctionnait comme une locomotive parfaitement huilée, et les Zero en étaient les pistons propulseurs. Pour les Américains, la réalité devient brutale et incontestable. Leurs appareils actuels ne font pas le poids face à cette menace volante. Les États-Unis ont désespérément besoin d'un nouveau défenseur des cieux, une machine capable non seulement de rivaliser avec le Zero, mais de le pulvériser. Avant même que la guerre n'éclate, la marine américaine avait déjà lancé la conception d'un chasseur révolutionnaire. Un appareil à moteur à piston capable de déchirer l'air à plus de 480 km/h, d'emporter un armement dévastateur et de survivre aux distances immenses de la guerre océanique. Pour donner vie à cette vision, la marine se tourne vers Chance Vought, une firme aérospatiale ambitieuse qui choisit le moteur le plus puissant disponible, le Pratt & Whitney R2800 double Wasp de 2000 chevaux. Un monstre à double rangée de 18 cylindres. Avec cette bête mécanique, il crée une machine radicale, le prototype XF4U1 Corsair, qui devient le premier chasseur monomoteur américain à franchir la barrière des 640 km/h. Mais cette merveille de vitesse et de puissance cache un défaut mortel. Il ne peut pas atterrir sur un porte-avions.
Son long nez aveugle les pilotes à l'approche, son train d'atterrissage rebondit comme un cheval sauvage, et sa conception d'aile provoque des décrochages imprévisibles durant les derniers instants d'un appontage. Malgré toutes ces promesses, le Corsair n'est pas prêt pour les ponts des porte-avions du Pacifique. Les pilotes américains doivent donc se débrouiller avec ce qu'ils possèdent, pendant que les ingénieurs travaillent jour et nuit pour livrer un chasseur réellement opérationnel en mer. Le Grumman F-4F Wildcat est appelé à tenir la ligne de front. Avec 4 mitrailleuses Browning de calibre 50 et des réservoirs de carburant auto-obturants qui empêchent les explosions sous le feu ennemi, c'est un défenseur correct. Mais les pilotes savent qu'il ne battra jamais le zéro en combat singulier. Le lieutenant-commandant John Thatch passe des nuits blanches penché sur sa table, déplaçant des allumettes sur le bois comme des escadrilles dans le ciel, inventant des tactiques qui pourraient donner aux Wildcats surclassés une chance de survie contre les Japonais. Puis, une nuit, il voit soudainement la solution. La manœuvre que ces appareils devront exécuter la prochaine fois qu'ils croiseront un zéro. En juin 1942, au milieu des combats aériens de la bataille de Midway, Thatch a l'occasion de tester son idée en combat réel. C'est un risque colossal, mais c'est tout ce qu'il possède. Alors que 4 Wildcats fendent le ciel, un zéro japonais se verrouille sur l'ailier de Thatch. Au lieu de rompre la formation, Thatch donne l'ordre d'exécuter le tissage immédiatement. Comme des engrenages dans une horloge, les Wildcats entament un motif de croisement précis, tournant dans les trajectoires de vol les uns des autres. Le zéro poursuivant suit l'appât, ignorant qu'il vient d'entrer dans un piège mortel. Alors qu'il s'aligne pour frapper, Thatch fait pivoter son Wildcat à travers la trajectoire et ouvre le feu, illuminant le ventre du zéro de balles traçantes. La tactique stupéfie les Japonais. Des as comme Saburo Sakai, qui jusqu'à ce moment chassait les chasseurs américains avec une facilité déconcertante, se souviendront plus tard de la première fois où leur escadron a été témoin de cette manœuvre diabolique. 2 Wildcats ont sauté sur l'avion du commandant. Il n'a eu aucun problème à se placer sur la queue d'un chasseur ennemi, mais n'a jamais eu la chance de tirer avant que le coéquipier du Grumman ne fonce sur lui par le côté. Le tissage de Thatch devient une procédure opérationnelle standard dans toute la marine et le corps des Marines, gagnant suffisamment de temps pour que les ingénieurs livrent enfin la machine qui basculera la bataille. La marine retourne vers le F-4F Wildcat. Ce petit combattant avait tenu la ligne quand rien d'autre ne le pouvait. Peut-être qu'en l'améliorant radicalement, il pourrait devenir le chasseur tant attendu. Grumman élabore une nouvelle conception basée sur le châssis du Wildcat, mais transformée de fond en comble. Un fuselage plus large pour accueillir le même moteur R2800 double Wasp que le Corsair, 6 mitrailleuses au lieu de 4, un blindage renforcé capable d'encaisser les coups, et surtout un train d'atterrissage stable et une visibilité parfaite pour l'appontage. Le prototype décolle pour la première fois le 26 juin 1942. Les résultats des essais dépassent toutes les espérances. En janvier 1943, les premiers Hellcat quittent les chaînes de montage et rejoignent les escadrilles de porte-avions dans le Pacifique. Les pilotes découvrent une machine qui répond à chaque commande avec une précision chirurgicale. La vitesse maximale atteint 590 km/h. Les réservoirs blindés encaissent les impacts sans exploser. Les 6 mitrailleuses Browning M2 de calibre 50 crachent chacune 400 cartouches de destruction pure. Le 24 août, au-dessus de l'île Marcus, le baptême du feu arrive. Les Hellcat rencontrent une formation de bombardiers japonais escortés par des zéros. Le combat ne dure que quelques minutes. Les chasseurs américains plongent depuis les nuages, leurs mitrailleuses transformant les appareils ennemis en torches volantes. Les zéros tentent leur manœuvre habituelle, virant serré pour se placer derrière les Américains. Mais les Hellcat ne sont pas des Wildcats. Ils suivent chaque virage, restent collés aux queues japonaises et tirent jusqu'à ce que les zéros s'écrasent dans l'océan. Pas un seul Hellcat n'est perdu. Les mois suivants transforment le Pacifique en cimetière pour l'aviation japonaise. Chaque engagement se termine par la même conclusion brutale. Les Hellcat massacrent tout ce qui ose voler sous le drapeau du soleil levant.
Les statistiques deviennent hallucinantes. Pour chaque Hellcat abattu, 19 appareils japonais tombent en flammes. Les pilotes nippons qui survivent au combat reviennent à leur base avec des rapports terrifiants. Les nouveaux chasseurs américains sont invincibles. Ils volent plus vite, frappent plus fort, encaissent plus de dégâts. La domination aérienne que le Japon avait construite depuis Pearl Harbor s'effondre en quelques mois seulement. Tokyo comprend que la guerre aérienne vient de basculer dramatiquement. Les ingénieurs japonais reçoivent l'ordre de créer une réponse immédiate au Hellcat. Ils conçoivent le Kawasaki Ki-84 Hayate, un chasseur rapide équipé d'un moteur radial de 1900 chevaux, puis vient le Kawanishi N1K Shidenkai, une bête encore plus redoutable. Avec son moteur Omarai de 1090 chevaux et ses 4 canons de 20 mm, le Shidenkai possède la puissance de feu pour déchiqueter un Hellcat en secondes. Les premiers combats entre ces nouvelles machines japonaises et les Hellcats américains créent une tension que personne n'avait anticipée. Le 19 mars 1945, au-dessus de Kure, 300 chasseurs Shidenkai s'envolent pour intercepter une formation américaine massive. 300 appareils américains les attendent, incluant des Hellcats, des Corsair et des Avengers. Les Japonais plongent droit dans cette muraille volante, se frayant un chemin à travers les lignes ennemies avec une détermination suicidaire. Malgré leur infériorité numérique écrasante, ils ne reculent pas. Un Shidenkai se verrouille sur la queue d'un Hellcat et presse la détente. Le chasseur américain explose instantanément. Le N1K se transforme rapidement en chasseur de Hellcat spécialisé. Les Américains reçoivent des rapports alarmants, jusqu'à 4 F-6F abattus lors d'une seule sortie, sans aucune perte japonaise en retour. Durant un bref instant, il semble que la domination technologique acquise par les Américains avec le Hellcat commence à leur échapper dangereusement. Mais derrière ces combats aériens victorieux, le Japon lutte désespérément pour maintenir ses chasseurs en état de vol. Malgré sa brillance technique, le N1K représente un luxe que l'Empire peut à peine se permettre. Ses moteurs Omarai avancés souffrent d'une fiabilité catastrophique, troublée par une production précipitée et incohérente. Alors que seulement 1500 exemplaires sont jamais construits, beaucoup sabotés par les bombardements des B-29 et l'effondrement des chaînes d'approvisionnement, l'Amérique produit des Hellcats sur ses chaînes de montage jour et nuit, sans interruption. Pire encore, le N1K, bien que mortel en combat rapproché, peine en altitude. Lorsqu'il intercepte les superforteresses B-29 américaines, il échoue lamentablement, incapable de grimper assez vite ou assez haut pour monter une défense fiable. La base industrielle japonaise ne peut tout simplement pas suivre le rythme, et l'Amérique est déterminée à exploiter cette faiblesse jusqu'au bout. L'été 1944 transforme la mer des Philippines en arène pour le plus grand affrontement aéronaval de l'histoire. Plus de 20 porte-avions lancent plus de 1300 appareils dans les airs. Parmi cette armada volante se trouvent des escadrilles de Hellcat améliorées, équipées de radars embarqués et de systèmes de commandement naval de pointe. Au milieu de cette tempête vole le lieutenant Alexander Vrasiu. Quelques secondes après le décollage, il réalise que quelque chose ne fonctionne pas correctement. Son compresseur vient de tomber en panne, privant son Hellcat de puissance vitale et de vitesse. N'importe quel autre pilote aurait fait demi-tour immédiatement. Pas Vrasiu. Il pousse son appareil handicapé droit vers l'avant. Un homme seul contre un escadron entier de bombardiers en piqué japonais. Plongeant depuis le soleil comme un rapace, il tranche à travers la formation ennemie tel un sabre. 8 minutes seulement s'écoulent avant qu'il n'ait déjà descendu 6 bombardiers ennemis, chacun ne lui prenant pas plus de 5 secondes de rafale de feu. Ces mitrailleuses rugissent sans interruption, transformant les appareils japonais en débris fumants qui tournoient vers l'océan. Lorsque la bataille prend fin, le Japon a perdu plus de 500 avions, représentant plus de 90% de sa puissance aérienne embarquée.
Cette hécatombe aérienne prive Tokyo de toute capacité à monter des offensives majeures depuis porte-avions pour le reste de la guerre. Quant aux Hellcat qui ont rendu ce massacre possible, ils rentrent à leur base pratiquement intacts, leurs pertes s'élevant à moins de 2 douzaines d'appareils. Durant les dernières années du conflit, aucun pilote japonais ne peut échapper à la fureur du Grumman F-6F Hellcat. L'appareil domine absolument le Pacifique, tissant un filet aérien impénétrable que les Américains surnomment la Grande Couverture Bleue. Pourtant, en octobre 1944, le Japon prépare une ultime tentative désespérée pour déchirer cette couverture protectrice. Une contre-attaque totale explose à travers l'archipel philippin. Plus de 200 000 marins et aviateurs s'affrontent dans ce qui deviendra la plus grande bataille navale de tous les temps. Le Japon engage presque tous ses navires de guerre et avions restants pour stopper les débarquements alliés. Mais ils sont surclassés avant même le premier coup de feu. Les États-Unis ont formé plus de 17 000 nouveaux pilotes depuis leur entrée en guerre, inondant le Pacifique d'aviateurs frais et compétents. Le Japon, pendant ce temps, a réussi à peine 5 000 nouvelles recrues, beaucoup entraînées à la hâte et tragiquement mal préparées. Réalisant qu'ils ne peuvent plus rivaliser avec les Américains en combat aérien traditionnel, Tokyo se tourne vers l'alternative ultime et terrifiante, le kamikaze. Le 25 octobre, les premières vagues d'avions kamikazes foncent vers la flotte américaine, chargée de frapper les porte-avions avant même que leur Hellcat ne puisse décoller. Les premières victimes sont les porte-avions d'escorte USS Santee et USS Suwannee. Des explosions déchirent leurs ponts d'envol, enflammant les appareils remplis de carburant et les munitions stockées. Mais c'est l'USS Saint-Lô qui subit le pire destin imaginable. Un kamikaze traverse son pont comme une météorite, déclenchant une chaîne d'explosions internes massives. Le feu engloutit ces hangars en quelques secondes. Les munitions cuisent dans des éruptions de flammes incontrôlables. Avec un rugissement final apocalyptique, le navire se soulève, puis s'enfonce sous les vagues, emportant avions et équipages dans les profondeurs sombres. Même cette destruction spectaculaire ne suffit pas à clouer les Hellcat au sol. Décollant depuis des ponts noyés de fumée des porte-avions endommagés, les escadrilles de F-6F griffent le ciel, interceptant les kamikazes entrants avant qu'ils ne puissent trouver de nouvelles cibles. Les Hellcat tranchent à travers les formations japonaises, les déchiquetant avec des salves ininterrompues jusqu'à ce que les canons japonais se taisent définitivement. C'est la dernière bataille navale majeure de la Seconde Guerre mondiale, et les Hellcat ont aidé les Américains à la remporter de manière écrasante. La guerre du Hellcat ne s'achève pas dans les Philippines. Alors que les forces américaines se rapprochent dangereusement du Japon en 1945, l'appareil est rappelé à l'action une dernière fois. L'escadrille du pilote Don McPherson reçoit l'ordre d'éliminer une piste d'atterrissage isolée sur une île reculée soupçonnée de lancer des sorties kamikazes protégeant les îles japonaises. Alors qu'il balaie à basse altitude à bord de son Hellcat, McPherson déchaîne une tempête de roquettes, pulvérisant la piste rudimentaire en contrebas et dispersant toutes les défenses ennemies que lui et ses compagnons peuvent trouver avant de faire demi-tour vers la base. La mission semble terminée avec succès, mais soudain, McPherson les aperçoit. Un groupe d'avions ennemis volant juste au-dessus des vagues et se dirigeant droit vers sa formation. McPherson se souviendra plus tard qu'heureusement, il n'avait pas remis ses armes en sécurité, sinon il n'aurait jamais eu le temps de tirer un seul coup. Il réagit instantanément, pressant la détente et déchiquetant le premier bombardier avant qu'il ne puisse faire feu. L'appareil s'écrase violemment dans la mer. Mais le reste tente de fuir vers la même île que McPherson et son escadrille viennent justement de frapper. McPherson se lance à leur poursuite sans hésitation, mais avant qu'ils ne puissent les rattraper, un appel crépite dans la radio. « Don, sors de là immédiatement, il te tire dessus !» Les canons antiaériens au sol ouvrent le feu sans pitié, les éclats de flaques déchirant le ciel autour de lui dans des explosions mortelles. McPherson ne recule pas d'1 centimètre.
Au lieu de cela, il déchaîne 2 salves supplémentaires, touchant 2 autres bombardiers en plein vol, les envoyant s'écraser avant qu'ils ne puissent atteindre la terre ferme. Alors que Macpherson observe ses ennemis couler dans les eaux en contrebas, il a à peine assez de temps pour faire demi-tour et s'enfuir avant que le flak entrant ne trouve la coque de son Hellcat endommagée. Cette mission sera l'une des dernières campagnes menées dans le Pacifique par un pilote de Hellcat, car quelques semaines plus tard, le Japon capitule finalement et la guerre prend fin après des années de carnage. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le F-6F Hellcat a gagné le titre de l'un des chasseurs les plus létaux et performants jamais déployés par les États-Unis. Il représente 75% de toutes les victoires aériennes revendiquées par la marine américaine durant le conflit. Dans sa campagne à travers les cieux du Pacifique, le Hellcat a effectué plus de 66 000 sorties de combat, descendant des milliers d'avions ennemis tout en perdant seulement 270 des siens lors de combats aériens. Un ratio de victoire qui reste inégalé dans l'histoire de l'aviation militaire moderne. Malgré son parcours impressionnant, le Hellcat entame un lent déclin après la guerre, alors que l'aube de l'ère des avions à réaction arrive rapidement, rendant les appareils à moteur à piston complètement obsolètes. Néanmoins, certains F-6F trouvent une nouvelle vie inattendue en tant que bombes volantes télécommandées. Ces drones modifiés, faisant partie des premiers programmes de frappe sans pilote, sont envoyés en mission à sens unique contre des positions nord-coréennes fortifiées durant la guerre de Corée, au début des années 1950. D'autres Hellcat sont sélectionnés pour aider les États-Unis alors qu'ils se préparent à tester des armes atomiques à l'atoll de Bikini dans le Pacifique. Lors de la détonation de bombes nucléaires, des Hellcat sont lancés sans pilote directement au cœur des nuages nucléaires, équipés d'instruments de mesure et de caméras télécommandées pour évaluer les niveaux de radioactivité et les effets destructeurs sur les structures d'avions exposées aux radiations. Aujourd'hui, une poignée de F-6F aux États-Unis et au Royaume-Uni reste encore opérationnelle, incapable de combattre désormais, mais servant comme héritage vivant pour l'un des plus grands héros que le Pacifique ait jamais connu. Le chasseur qui a brisé la domination des héros japonais et changé le cours de la guerre aérienne pour toujours. Si cette histoire vous a captivé, n'hésitez pas à laisser un like, partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous et abonnez-vous pour découvrir encore plus d'histoires fascinantes sur l'aviation de la Seconde Guerre mondiale et du XXe siècle.